Bienvenue à la première émission de la Web TV Culture de l'Université de La Réunion. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons sur cette nouvelle émission qui a pour vocation de vous présenter la culture et le patrimoine à La Réunion dans la zone océan Indien avec un regard croisé entre les étudiants de l'université, les chercheurs de l'université et les professionnels de la culture et du milieu social. Donc, dans cette émission, on aura l'occasion de vous présenter une nouvelle rubrique, Culture et solidarité. J'ai le droit de rêver, où on consacrera une émission sur la culture pour les personnes et les publics de troubles psychiques. On vous emmènera aussi sur le Résillon de Saint-François, dans une rubrique COSA, le patrimoine Pouzotte. Et puis enfin, on vous fera découvrir notre culture universitaire, avec la rubrique consacrée aux travaux des universitaires et aux travaux des étudiants. Alors, qui s'annoulait qui présentera des travaux des étudiants sur la représentation du 20 décembre, et la tribune aux chercheurs, où nous aurons l'occasion d'accueillir un chercheur pour nous présenter ses travaux sur la coopération culturelle. Alors, pour vous accueillir sur cette nouvelle émission, vous avez pu remarquer le merveilleux décor que nous avons sur le plateau. Alors, ces œuvres que vous voyez derrière moi et sur l'ensemble du plateau sont des œuvres de Charlie Lesquelin. Et Charlie Lesquelin qui, pour l'occasion de l'opération Kéré 2020, avec un collectif d'artistes, ont fait une exposition de leur œuvre d'art qui était mise en vente pour aider Madagascar, le sud de Madagascar, dans son développement. Et c'est ce qu'on a voulu mettre à l'honneur. On a voulu mettre ce formidable artiste à l'honneur pour l'action qu'il a menée. Regardons ensemble son reportage. Je m'appelle Charlie Lesquelin. M'a grandi Tampon, m'a la cour, famille originaire des Avirons. Grandi au Tampon, marié, donc après m'a habité sur Saint-Joseph et jusqu'à maintenant m'a toujours dans les Hauts, Liane, qui rappelle à moi un peu mon enfance au Tampon, la nature, donc de plus en plus proche de la nature dans mes toiles. Je pense que mon environnement dans la forêt là-bas n'est pas pour rien non plus. Moi, je suis bien dans ma forêt ici et moi, je suis bien dans une forêt en Chine, moi, je suis bien dans une forêt en Indonésie, dans les temples. On m'a fait tout un tour du monde pour de plus en plus aimer mon pays, quoi. Depuis mes débuts, la pensée des marrons, de l'esclavage, comment s'émanciper, comment cet esclavage moderne où nous enferme à nous des fois dans du luxe, c'est ça là devenu le pire aujourd'hui. Moi, c'est un révolté. Moi, il est gentil, mais révolté. Ce choc de doux et dur, il provoque, à mon avis, mon art, parce que dans mon art, il y a de la douceur, mais il y a aussi de la force, je pense. On a la chance de pouvoir peindre comme ça, notre artiste, les étrous, les annulés. Il ne boude pas mon plaisir et m'y remercie tous les jours. D'avoir la possibilité de continuer à travailler dans cette période très bizarre, space. On est un coach maintenant, on va dire. Et cette série de 15 grands tableaux de 6 mètres par 2 et quelques, il y aura des choses réelles, un peu fantastiques, un peu surréalistes, naïfs en même temps. Là-dedans, c'est qu'une question de couleur, de gérer le grand format, la composition. Donc, ils ne pensent pas vendre, ils ne pensent pas rien. Là. Quand ils créent, ils créent. Il ne faut pas mélanger les choses. Le plus important, c'est faire progresser ma peinture, gérer le grand format. C'est tout ce que moi j'avais besoin pour en aller plus loin. Et continuons toujours sur la culture et la solidarité avec la rubrique « J'ai le droit de rêver ». Alors Jessie Lebon nous a rejoints sur le plateau. Bonjour Jessie. Bonjour Nathalie. Alors Jessie, tu nous présentes une rubrique « J'ai le droit de rêver ». Alors dans quel rêve tu nous emmènes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous emmène rêver dans l'univers des droits. Parce que Nathalie, nous avons le droit à la santé, à la dignité, nous avons le droit à l'expression, nous avons le droit au logement, mais on a aussi le droit de rêver. Et dans la rubrique « J'ai le droit de rêver », nous allons parler des droits culturels et de l'expression culturelle pour tous. Alors l'expression culturelle pour tous, c'est souvent une expression qu'on entend dans le cadre de la démocratisation culturelle. C'est bien ça, Nathalie. Et on a des textes de loi qui sont totalement fondamentaux et qui mettent en avant l'égal accès pour tous
à la culture. Nous avons en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies qui pose la culture comme un droit universel fondamental, auquel chacun doit pouvoir accéder. En 1998, en France, la loi sur l'orientation relative à la lutte contre l'exclusion vise à garantir l'exercice effectif de la citoyenneté tout au long de la vie, à la culture, au sport, aux loisirs et aux vacances. En 2007, nous avons un texte un peu moins connu mais très très important qui est la Déclaration de Fribourg. Elle prend en considération la culture comme une dimension essentielle de toute vie humaine et soutient la protection de la diversité des droits culturels. Et pour terminer, nous avons en 2015 la loi NOTRe qui impose l'application des droits culturels dans les politiques publiques territoriales. Alors, toute une série de lois qui sont posées sur les droits culturels. Alors, mais comment on peut expliquer ce paradoxe qu'il y a autour de l'exclusion culturelle ? Alors oui, effectivement, Nathalie, c'est un paradoxe. Donc on va focaliser notre attention aujourd'hui sur deux d'entre eux. Donc le premier qui est malgré tout les textes qui promeuvent la culture, les droits culturels demeurent les parents pauvres des droits humains. Alors qu'ils soutiennent la dignité, ce droit est souvent banalisé et souvent on ignore son existence. Alors que son pouvoir est très puissant lorsqu'il est connu et utilisé notamment dans le secteur du social. Et puis, nous avons un second paradoxe qui est que l'accès, on a cette idée reçue que les pratiques culturelles c'est quelque chose d'élitiste ou réservé à une certaine catégorie de personnes. Cette idée persiste dans les classes populaires et a fortiori chez les personnes en situation d'exclusion. Alors les personnes en situation d'exclusion, comment on explique cette exclusion face à la culture ? Alors l'exclusion se matérialise lorsqu'une personne ne peut pas accéder à ses droits. Et comme on l'a vu précédemment, la culture est un droit. Et lorsqu'une personne ne peut pas accéder à ces droits-là, elle en est exclue. Afin de prévenir l'exclusion, il existe des dispositifs et des associations sur le territoire qui s'appuient sur le support des pratiques culturelles pour promouvoir l'inclusion des personnes. Adossé à ces difficultés, à cette exclusion, nous avons les difficultés d'accès à la vie culturelle qui est renforcée par la lourdeur des problématiques de la vie quotidienne des personnes qui sont dans une fragilité sociale. Donc là, je vais énumérer un peu l'ensemble des fragilités, mais la liste est non exhaustive, bien évidemment. Nous avons par exemple l'absence de logement, donc pour les gens qui sont à la rue, par exemple, qui sont sans domicile. Nous avons les personnes qui sont en difficulté d'accès aux soins, des personnes en précarité économique, des personnes qui sont confrontées à des drames personnels, des ruptures familiales, les procédures juridiques qui sont longues et fastidieuses, les violences intrafamiliales, l'illettrisme, l'endettement, les barrières de la langue et les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques. Et c'est justement sur les personnes atteintes de troubles psychiques que tu as fait un reportage. Regardons ensemble. Nous avons travaillé avec Culture du Cœur depuis 2 ans. Nous, la culture, c'est ouvrir son esprit, c'est voir autre chose que des films, que les infos. C'est sortir aussi de sa solitude. On espère beaucoup travailler encore avec vous parce que on a besoin de la culture, du cœur aussi. Culture pour tous, et ça nous sort de chez nous, de notre train-train qui n'est pas très marrant. Et on se sent, moi je me sens heureuse, bien belle même quand on va au théâtre. Pour moi, l'intérêt que la culture peut avoir dans le domaine de l'accompagnement social pour les personnes, c'est vraiment pour moi une bulle d'oxygène, pouvoir sortir un petit peu la tête des problèmes, de la paperasse, de ce qui peut être un petit peu difficile pour aller vers des choses qui peuvent donner du plaisir. Et c'est aussi pour moi un moyen d'expression pour les personnes, que ce soit par le chant, par le dessin, l'art tel qu'il soit. Les adhérents qui sont chez nous, ce sont des personnes qui ont un parcours psychiatrique. Elles sont beaucoup seules. En se rejoignant ici, elles se sentent bien, elles se sentent comme en famille. Grâce aux GEM, les barrières, elles s'ouvrent. Et même de faire un trek de 3 jours, mais je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est eux qui nous proposent et on vote, on dit, on fait nos rêves chacun. Et après ils nous les réalisent. C'est quand même formidable, quoi.
En fait, le groupe d'entraide mutuelle Les Flamboyants, on intervient sur le territoire de l'Est. C'est-à-dire qu'on n'est pas fixé que pour les personnes qui viennent de Saint-Benoît, mais aussi des personnes qui viennent des autres communes. Et il y a 5 GEM au niveau de la Réunion, donc qui sont situés à Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Pierre, Tampon. Donc c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas forcément de critères pour accueillir les personnes. On ne travaille pas uniquement sur la rupture de l'isolement, mais aussi en termes de prévention. C'est-à-dire que des personnes peuvent se sentir à un moment donné en difficulté et ils peuvent prendre une pause au niveau du GEM. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir s'adhérer, même s'ils n'ont pas forcément développé de troubles psychiques. On offre en fait un espace pour qu'ils puissent petit à petit reprendre confiance en eux et intervenir de plus en plus au niveau du GEM d'abord et après par la suite mais au niveau de la société. C'est-à-dire qu'ils soient à l'aise pour intervenir avec d'autres structures, faire des choix, prendre des décisions et aussi essayer d'atteindre leurs rêves. On a Alexandre Gondin qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Nathalie, bonjour Jessie. Alors Alexandre, on vous a vu dans le reportage, vous êtes travailleur social dans le sud de la Réunion, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ça fait 8 ans que je suis travailleur social dans le sud et j'ai travaillé notamment au sein d'un centre d'hébergement, au sein d'un dispositif de logement temporaire et depuis 2 ans auprès des jeunes de 18 à 25 ans. Alors, comment vous pouvez nous expliquer un peu le travail que vous effectuez et comment vous intégrez la culture au sein de votre travail ? Du coup, donc, dans le cadre de mon travail, dans le cadre d'accompagnement des personnes, on les accompagne dans l'accès à leurs droits et bien souvent on considère le droit au logement, le droit à des ressources, le droit à un emploi et bien souvent ça fait partie aussi des besoins primaires sur lesquels les personnes se focalisent. Et en tant que travailleur social, c'est de rappeler aux personnes qu'ils ont un droit, qui est le droit à l'accès à la culture au même titre que les autres choses pour lesquelles on peut les accompagner. Et vraiment, le travail de travailleur social, c'est de permettre aux personnes d'être autonomes, d'être acteurs de leurs projets. Et bien, c'est tout simplement de leur donner les informations, les clés, les outils pour qu'ils puissent mettre en place des choses autour de la culture. Et par exemple, moi, en tant que travailleur social, lorsque j'accompagne une famille pour un budget, c'est de rappeler à une mère de famille que certes, oui, il faut des sous pour faire les courses, il faut des sous pour payer le bus, etc. Mais qu'elle peut également, en dehors de ses dettes, consacrer un petit budget pour une sortie avec ses enfants un week-end, prendre du plaisir avec ses enfants. Et là, on touche à des axes comme la parentalité et tout simplement au bien-être moral de cette famille qui a traversé des choses difficiles et le permettre de justement se remobiliser, avoir un petit peu une bulle d'oxygène pour justement pouvoir avancer et affronter d'autres choses concernant leur situation. Et par rapport à la culture aussi, un autre exemple que je voulais citer, c'est par exemple une sortie qu'on avait fait à l'usine sucrière au Gaulle, à Saint-Louis, et avec un monsieur donc, qui a une 60aine d'années, qui était relativement ému, et qui me dit que, voilà, en fait, les gaillards, mon grand-père travaillé dans cette usine-là, il a toujours parlé à moi de l'usine de sa vie d'avant, et son papa était coupe-canne et Fouani, l'usine sucrière. Il était vraiment ému puisque pour lui, il dit il regardait cette grande usine de loin, mais que jamais il n'aurait pensé juste pouvoir mettre les pieds. Et en fait, l'accompagnement à la culture, c'est aussi ça. C'est vivre ces moments où on nous permet aux personnes de pouvoir prendre du plaisir et en fin de compte d'avoir se réapproprier ces lieux. Notamment, là, on touche au patrimoine, on touche à l'identité, à l'histoire des personnes et tout simplement des lieux qui leur parlent, mais leur permettent d'avoir accès à ces lieux-là. Et ça nous permet, nous, de pouvoir connaître leur histoire, de libérer la parole, de tisser une relation de confiance. Et c'est toujours un plus pour les travailleurs sociaux de pouvoir vivre ces expériences-là en termes de rencontres et d'échanges, plutôt que d'être enfermés entre 4 murs et séparés par un bureau. Alors pour illustrer ce qu'Alexandre était en train de dire, c'est que le travailleur social en fait est un spécialiste des relations et que pour Culture du Cœur, on parle de médiation culturelle dans le champ du social, Nathalie. Le travailleur social s'appuie donc sur les supports culturels pour accompagner son public et afin de développer son autonomie et renforcer son pouvoir d'agir. On va pouvoir voir à l'écran une petite phrase de Linda qui met en avant que l'accès à la culture ne doit pas être un privilège, c'est un droit pour tous et un choix pour chacun.
La deuxième petite chose que vous allez pouvoir voir à l'écran, c'est que vous pouvez aller sur le www.cultureducoeur.org pour aller récupérer le petit guide de la médiation culturelle dans le champ du social avec le numéro 1 du petit observatoire illustré. Merci beaucoup Alexandre et Jessie pour cette rubrique. Et donc on va passer à une autre rubrique sur notre patrimoine, alors Kosasa. Donc on a voulu mettre à l'honneur avec cette rubrique notre langue créole. À vous de découvrir les expressions qu'on va vous présenter. Salut tout le monde et bienvenue dans cette web TV culture et patrimoine pour l'université. Alors nous allons aller dans ce marché forain derrière situé et nous allons poser des questions à des gens sur quelques expressions créoles. Allez viens Zot. Allez viens. Bon Dieu, il punit pas le roche. Je veux dire que la roue tourne, si vous la faites un couillonnisme, elle dit waouh. Ouais, bon Dieu punit pas le roche, ça veut dire que bon Dieu il punit pas bonnes objets, bonnes affaires, il bouge pas en fin de compte, il punit les êtres humains en fin de compte. De mon il déconne, ouais. Et le roche, il bouge pas, il fait pas rien, il peut pas punir, lui, ouais. C'est une punition, il adresse plutôt. Ça tu mérites, hein. Il punit un roche, la pointe sang, c'est pas rien. Ça veut dire ben de monde tranquille, il fait pas de monde rien, il fait pas de son prochain personne rien, fait pas le monde du mal. Bon Dieu punit pas le roche, mais il ne connaît pas trop. Dans Spider-Man, il y a un bug qui appelle l'homme-pied. Est-ce que vous pensez que bon Dieu peut punir? Ali c'est notre affaire, Ali c'est un homme-pied, Ali c'est pas pareil, Ali peut punir. Ben Ali oui, Ali va punir Ali, parce qu'il c'est un homme quand même. Les beaux c'est. Voilà, il bouge, il déconne aussi, lui, ouais. Bon Dieu, il punit pas le roche. Le bon Dieu, le Dieu religieux, mais qui est aussi parfois présent dans des contes. Le bon Dieu ne punit pas les objets inanimés. Si jamais il arrive un malheur à quelqu'un, c'est peut-être une punition divine, car il a certainement fait quelque chose pour le mériter. Bon Dieu, il punit pas le roche signifie c'est bien fait pour lui, il l'a bien cherché. Le proverbe peut être utilisé aussi comme une mise en garde. Attention, ne fais pas de mauvaises actions, car il y a le risque d'une punition divine en retour, car bon Dieu, il punit pas le roche, ne le provoque pas. Alors, je suis sûre que vous connaissiez cette expression. Alors, pour continuer sur le patrimoine, je vous emmène maintenant sur une rubrique Kosa, le patrimoine Pouzotte. Stéphane Bocquet nous a rejoint donc sur le plateau pour cette rubrique. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Alors Stéphane, tu es médiateur culturel. Ça va même. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui? Alors, mais ça fait découvrir le Ronde Causé qui questionne la question du patrimoine au travers des habitants d'un territoire. Donc, ça, le patrimoine Pouzotte. Voilà. Donc, concrètement, le patrimoine, c'est quelque chose qui est un héritage qui se transmet de génération en génération. C'est quelque chose de vivant. Et concrètement, si on n'en parle pas, si on ne le fait pas vivre, il risque de mourir, concrètement. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transmission du patrimoine a un rapport aussi avec notre mémoire collective? Totalement, avec l'identité personnelle, individuelle, mais aussi familiale, de communauté, de territoire. Et d'ailleurs, ce patrimoine est souvent en fait modifié de par les mutations de paysages, de par les bouleversements dans les modes de vie, aussi de par les aménagements de territoire qui influent sur le rapprochement avec les savoir-faire, les contes, ainsi de suite. Donc voilà, il est important en fait de pouvoir déplacer ce patrimoine et toujours le faire vivre, quels que soient les bouleversements qu'il y a autour. Alors tu parles, Stéphane, de bouleversement par rapport à l'aménagement du territoire. Alors comment on peut faire pour que justement ces bouleversements au niveau de nos repères n'interviennent pas? Alors, on a des entités publiques et aussi de sociétés civiles qui travaillent là-dessus, telles que la DACOI, qui représente le ministère de la Culture, tel aussi le service régional de l'inventaire, les labels Ville d'art et d'histoire, aussi les associations qui sont plus proches et proximité de ce réservoir de patrimoine. Mais il est essentiel aujourd'hui pour pouvoir, au fait, préserver, mettre en avant, mettre en lumière et toujours valoriser, de mettre l'humain au cœur de ces aménagements de territoire. Voilà. Et l'humain au cœur de l'aménagement du territoire, c'est ce que tu vas nous présenter dans cette rubrique par le reportage que tu as tourné au Résilon de Saint-François. Regardons ensemble.
mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner au fait une action de territoire qui porte au fait à mettre en valeur au fait le patrimoine d'un territoire qui est le Raidillon de Saint-François. Donc là, on est à la Providence, piémont du quartier du Mont-Saint-François, là où démarre ce fameux Raidillon qui date du 19e siècle, voire fin 18e, et qui au fait desservait par voie pédestre les bas et les hauts. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va suivre une équipe de marcheurs qui va emprunter justement ce tracé, qui va démarrer de la Providence et monter jusqu'à Saint-François là-haut. Le parcours est terminé, donc là maintenant on va s'ouvrir le rond de causée, donc c'est l'espace où on va libérer la parole après l'effort dans la montée et concrètement on va parler au fait de ce qui fait patrimoine par rapport au territoire. Bien sûr ce Raidillon va apparaître et à partir de là il y aura pas mal de choses qui seront discutées et voir comment parfaire au fait la valorisation du patrimoine sur ce territoire-là. Au fait la discussion c'est comme on dit, c'est un pas de porte, c'est une introduction. Et il y aura en fait ciblé un projet de développement et la ville va s'appuyer là-dessus pour en fait développer des projets à l'horizon 2021-2022 selon en fait ce qui est sorti du territoire, la vision patrimoniale du territoire, voilà, qui se co-construit en hyper proximité avec la ville. On voit Stéphane dans ce reportage que tu as organisé un rond de causée à Saint-François. Comment est venue cette idée sur le rond de causée sur le patrimoine? Alors si on parle de mettre l'humain au centre de tout intérêt et tout projet, donc il faut questionner d'abord la population. Donc partir vers un filtre culturel qui parle à tout le monde, donc le rond de causée parle là-dessus. Donc c'est une caravane qui va se déplacer sur différents territoires, des hauts, des bas, périurbains, ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est dans ce sens-là, quelque chose qui parle à tout le monde en fait. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui ressort de ce rond de causée autour du patrimoine? Quels sont les mots qui sont ressortis? Oh, il y a énormément. Il y a déjà héritage, hein, on est clairement dans la définition du patrimoine. Il y a aussi transmission, il y a aussi intergénération. Et puis sur les appellations phares, on a la gastronomie. Ça, c'est créole, il aime manger, donc voilà, il aime son cuisine, son feu de bois. Tout ça, c'est important. C'est surtout les choses qui entourent en fait, l'individu. Voilà. Le créole n'est pas tout seul l'individu, il y a aussi tout ce qui l'entoure autour. Donc son environnement, la vie de tous les jours, voilà, tout ce qu'il pratique. Et puis beaucoup d'éléments de valeur, de respect, de partage, de vivre ensemble, ainsi de suite. Voilà, il y a pas mal de choses. C'est très fort en tous les cas. Et ces ronds de causée sont organisés régulièrement dans différentes villes, c'est bien ça? Qu'est-ce que ça apporte à la ville de faire des ronds de causée? Alors, ce qui apporte à la ville, c'est au fait d'extraire le matériau de vision patrimoniale pour ensuite le traduire par des projets qui va parler et qui a un retour logique au fait vers chaque territoire. On respecte au fait le patrimoine qui est retiré de là et au fait qui est restitué aux citoyens puisque le vivant est là au fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est le patrimoine pour l'aménagement du territoire. Totalement. Que ça le patrimoine Pouzotte et on le traduit ensuite par projet. Merci beaucoup Stéphane pour ce reportage. Merci. Et on va continuer sur notre séquence Kosasa avec un autre mot que vous devez découvrir. Salut tout le monde et bienvenue dans cette web TV culture et patrimoine pour l'université. Alors nous allons aller dans ce marché forain derrière situé et nous allons poser des questions à des gens sur quelques expressions créoles. Allez viens Zot. Allez viens. Goni vide, il tient pas debout. Goni vide, tient pas debout, c'est un peu expression. Si on l'a pas mangé, on les fait, hein, donc on les fait. Donc on ne peut pas bien démarrer la journée, il faut prendre des forces, il faut faire le plein le matin. Et voilà, si vous ventre les vides, si vous ne mangez pas, et voilà, vous ne tiendra pas debout. Tomate. Oui, voilà, tomate. Et est-ce qu'un goni plein il tient debout? Oui, s'il est plein avec ananas, s'il est plein avec pommes de terre, s'il est plein, oui. Ça passe.
Oui, ça passe, oui. Il faut remplir le goni et il faut remplir le goni là, pour tenir debout. Et ça, il veut dire ça, c'est quoi l'expression, il veut dire En gros, souvent, c'est pas tenir pas debout alors. manger pour gagner, être en forme. Ça là, m'y connaît un peu. Si vous pas manger, vous pouvez tomber. Exactement. En vrai, un goni quand il est plein, est-ce qu'il tenait debout? Il faut les bien caler. Bien plein. Un sac d'oignons, un balle d'oignons, on va dire, tu mets ta lit à terre, c'est bien rempli, tu vas tenir. Donc il faut bien manger, comment tu es bien debout. Manger, bouger. Manger, bouger, très important. Les animaux manger, viens manger ici. Alors, viens manger ici. Goni vide, il tient pas debout. Un sac en toile de jute vide n'a aucune consistance, aucune forme et s'écroule. Une personne au ventre vide n'a aucune force, aucune énergie pour travailler. Les denrées, riz, grains, maïs, étaient transportés dans des gonis qui tenaient debout, appuyés contre un mur. Et, au fur et à mesure de l'utilisation des denrées, perdaient progressivement leur forme et ne tenaient plus debout une fois vides. Encore une belle expression à découvrir. Je suis sûre que vous connaissiez aussi cette expression. Pas évidente, notre langue créole. Alors maintenant, on va passer à une autre rubrique, Kossa Noulé, qui nous permet de découvrir le travail des étudiants à l'université. Bonjour Clémence Beg et Joanie Rafia-Sarisson. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes étudiante à l'université en information et communication, c'est bien ça? C'est bien ça, nous sommes toutes les deux en 3e année de licence de sciences de l'information et de la communication. Alors aujourd'hui, vous nous présentez des résultats d'une enquête que vous avez menée à l'université sur les représentations du 20 décembre. Alors regardons le reportage. Cet après-midi, on a réalisé une étude qui consistait à savoir ce que représente le 20 décembre pour les étudiants de l'Université de La Réunion. On a demandé 3 mots pour eux, ça représentait quoi? On s'est dispatché sur l'université, sur les sites de l'université. Les étudiants, ils étaient très réceptifs, ils n'ont pas hésité. Et il y en a, ils ont pris un peu plus de temps à répondre, mais quand même, ils n'ont pas lâché. Il y a surtout 2 mots qui reviennent en boucle, liberté et égalité, ainsi que souffrance. Liberté, esclavage et abolition. Histoire, libération, culture. Ce que je retiens, c'est qu'en général, c'est toujours important de vivre ça en fait, de vivre ce genre d'événement parce que ça représente la libération d'un peuple. Et c'est très important pour ce peuple-là en fait. Alors Joanie, comme on l'a vu dans ce reportage, vous avez mené donc cette enquête dans le cadre de votre formation avec Jean-François Réberotte. Et il y a pas mal de mots qui ressortent au final, donc comme liberté, égalité, souffrance, esclavage, libération et voire même culture. Comment vous avez traité en fait tous ces mots, tous ces résultats ? Alors, nous avons travaillé les résultats en cours de médiation culturelle. Nous avons rassemblé tous les mots récoltés et nous avons fait un nuage de mots. Par la suite, nous avons réparti ces mots sur différents calques afin de pouvoir poser nos voix dessus pour faire ressentir une certaine émotion aux personnes qui écoutent la vidéo et qui la regardent. Par la suite, nous avons réalisé une vidéo comparant la représentation du 20 décembre auprès des étudiants et auprès des personnes interrogées à Emmaüs lors d'une précédente enquête effectuée par M. Réberotte. D'accord, très bien. Avec M. Réberotte, notre professeur de médiation culturelle, le projet était vraiment de mettre en parallèle le discours de Sarda Garriga avec celui des personnes interrogées. Donc l'objectif, c'était de faire ressortir les mots-clés que l'on retrouve dans cette déclaration faite aux travailleurs le 20 décembre 1848, à la fois dans le discours de la communauté Emmaüs et celui de la communauté étudiante. Donc cela a pu nous faire relever que, selon les générations, le discours n'a plus forcément la même orientation, puisque
Les mots similaires n'étaient pas les mêmes chez la communauté Emmaüs que chez la communauté étudiante. Interroger les étudiants et découvrir la différence de perception chez les deux groupes sur ce même événement, que je rappelle le 20 décembre, aura pour moi révélé l'importance de la création de supports de médiation culturelle comme on a eu la chance de produire tous ensemble. D'une part, car cela lie l'importance historique et révèle son impact encore aujourd'hui, conscient ou inconscient. Mais d'autre part, car cela ouvre aussi l'échange entre les deux groupes avec lesquels on a pu travailler, mais aussi ouvre un échange avec le discours du passé. Donc vous avez produit un support de médiation sur les résultats que vous avez produits, qui permet de mettre en parallèle le discours de Sarda Gueriga et le discours des personnes d'Emmaüs et des étudiants. On va regarder tout de suite le résultat de votre recherche. Mes amis, les décrets de la République française sont exécutés. Vous êtes libres, tous égaux devant la loi, de vous que des frères. Libération. La liberté, vous le savez, Souvenir. vous impose des obligations. Soyez dignes d'elle, en montrant à la France et au monde qu'elle est inséparable de l'ordre et du travail. Égalité. Jusqu'ici, mes amis, vous avez suivi mes conseils, je vous en remercie. Culture. Vous prouverez que vous m'aimez en remplissant les devoirs que la société impose aux hommes libres. Patrimoine. Ils seront doux et faciles pour vous. Histoire. Rendre à Dieu ce qui lui appartient. Travailler en bons ouvriers comme vos frères de France pour élever vos familles. Sarda Gueriga. Voilà ce que la République vous demande. CAF. Vous avez tous pris des engagements dans le travail. Fraternité. Commencez-en dès aujourd'hui la loyale exécution. Noël. Un homme libre n'a que sa parole et les promesses reçues par les magistrats sont sacrées. Cabas. Vous avez vous-même librement choisi les propriétaires auxquels vous avez loué votre travail. Tradition. Vous devez donc vous rendre avec joie sur les habitations que vos bras sont destinés à féconder et où vous recevrez la juste rémunération de vos peines. Noir. Je vous l'ai déjà dit, mes amis, la colonie est pauvre. Mémoire. Beaucoup de propriétaires ne pourront peut-être payer le salaire convenu qu'après la récolte. Partage. Vous attendrez ce moment avec patience. Faites CAF. Vous prouverez ainsi que le sentiment de Indépendance. fraternité commandé par la République à ses enfants est dans vos cœurs. Réunion. Je vous ai trouvé bon et obéissant, je compte sur vous. Honte. J'espère donc que Joie. vous me donnerez peu d'occasion d'exercer ma sévérité, Férié. car je la réserve aux méchants, aux paresseux, Sans représentation. et à ceux qui, après avoir entendu mes paroles, Musique. se laisseraient encore égarer par de mauvais conseils. Patrimoine. Mes amis, travaillons tous ensemble à la prospérité de notre colonie. Joie. Le travail de la terre n'est plus un signe de servitude depuis que vous êtes appelés à prendre votre La Réunion. qu'elle prodigue à ceux qui la cultivent. Tradition. Propriétaires et travailleurs ne feront plus désormais qu'une seule famille dont tous les membres doivent s'entraider. Férié. Tous libres, frères et égaux, leur union peut seule faire leur bonheur. Histoire. La République, mes amis, a voulu faire le vôtre en vous donnant la liberté. Ambiance. Qu'elle puisse dire que vous avez compris sa généreuse pensée, Métissage. vous rendant digne des bienfaits que la liberté procure. Commémoration. Appelez votre père et je vous aime comme mes enfants. Vous Esclave. écouterez mes conseils. Reconnaissance éternelle à la Souffrance. République française qui vous a fait. Mémoire. Et que votre devise soit toujours Dieu, la France et le travail. Festivité. Vive la République. Faites CAF. Bernard Gondin nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Bernard. Bonjour Nathalie. Alors Bernard, vous êtes directeur de Emmaüs Réunion. C'est bien cela. Alors comment à Emmaüs vous avez été amené à avoir cette réflexion sur le 20 décembre? Emmaüs est né sur ce territoire en 94 avec une activité qui a démarré en 95. En 2015, nous avons donc 20 ans d'activité et nous nous sommes posé la question de savoir quelle est notre lecture à partir de la pratique de nos interventions en collecte, en tri, en valorisation, en accueil du public régulièrement. Et on a essayé de comprendre en fait l'identité de cette population qui fréquente Emmaüs. Et puis, on a essayé de voir où se situait l'urgence sociale, quelle était pour certaines familles une nécessité de confort et quelle était pour d'autres la part d'engagement éthique. On a travaillé sur ce qu'on appelle une lecture de l'économie de survie sur le territoire par rapport aux grandes lignes culturelles de l'île et de ses habitants. On a retrouvé des questionnements qui étaient sur ces communautés plus fragiles, quelles sont les conditions, quelles sont les zones d'habitation, quels sont les niveaux de formation et les zones d'employabilité, quels étaient les attachements culturels et les zones de pratique de ces cultures, on entendra aussi culte dedans. Et on a essayé d'avoir des repères qui consolidaient les différentes communautés de l'île, ancrage, transmission, quelle perception de l'espace global partagé, de l'espace intime, insertion, exclusion ou insertion et inclusion. En prenant quelques chiffres, en 1789, on est à 82% de la population dit esclave. On est à donc 18% de la population qui est dit libre. En 1817 et 1831, entre les deux,
On a plus de 45 000 esclaves qui sont introduits. En 1848, 100 ans après, on a une déclaration donc, du décret de M. Sardagaria, et l'île compte à peu près 104 000 habitants. À partir de 1849, arrivée de plus de 100 000 engagés, Caves arabes, malbars, chinois, tout en mélange. Et on est sur ce besoin de compréhension de comment se compose l'identité générale, mais comment aussi se composent ces groupes qui constituent l'ensemble. L'enquête, on en a parlé tout à l'heure, avec l'appui universitaire de Jean-François, avec des familles qui fréquentent Emmaüs, c'était d'essayer de comprendre quelle était pour eux la représentation d'une histoire, quelle était la représentation d'une fête, quelle était la représentation d'une culture et d'un groupe sur ce territoire. On a essayé de faire des mesures en dimensionnant à partir du littoral, qu'on appelle la ceinture au sein, la christianisation, mais aussi à partir de la dimension des hauts, royaume des marrons, libre, comme on l'appelle, et puis dimension des nouveaux arrivants, qu'ils soient comoriens, mahorais, malgaches, européens ou autres. Et à partir de là, on a essayé de faire correspondre une lecture qui serait à partir des fêtes. Les fêtes de la République, 14 juillet, 11 novembre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Les fêtes à caractère religieux, Noël, 1er novembre, Ascension, ça représente quoi? Les fêtes à caractère culturel et religieux, Dipavali, Grand Mariage, Atidamba, Gwandi, et puis les fêtes à caractère social, 1er mai et notamment 20 décembre. Et on est sur ces questionnements où on parle souvent de comment les familles font pour évoluer, avancer dans ces sociétés où on a une norme fiscale, une norme légale, dans laquelle depuis, si on reprend le début du peuplement, on perçoit des déséquilibres communautaires où il y a de la réussite pour certains et puis pour d'autres, toujours un niveau qui n'est pas satisfaisant à notre regard à nous, témoins d'Emmaüs, parce qu'on retrouve ces mêmes communautés dans les espaces sociaux, souvent en prison, toujours à demander de l'aide à droite à gauche, sans les stigmatiser, mais c'est une réalité. Et on se dit, pourquoi est-ce que ces ascenseurs sociaux, ces autres ressorts et mécanismes d'inclusion qui sont propres à chaque communauté ne fonctionnent pas à des moments? Voilà donc la question qui nous est posée et dans laquelle on essaye de répondre en demandant aux gens quelle est votre place, comment vous situez-vous dans cette société-là et quelles sont les valeurs de transmission que vous avez envie aujourd'hui de partager, puisque l'école nous a transmis des choses, le système d'éducation nous a transmis d'autres, les valeurs de famille nous ont transmis d'autres, mais il y a dans des groupes communautaires des choses qui sont encore absentes à mon sens. Peut-être qu'ils ont manqué d'appui dès le départ parce qu'ils n'ont pas ramené avec eux leur présence culturelle, leur présence cultuelle, et tout cela semble manquant aujourd'hui. C'est un avis de simple citoyen. Alors c'est vrai que dans les résultats, on voit certaines personnes qui vont répondre sur la représentation du 20 décembre, ça ne représente rien. Comment on peut interpréter ces résultats? Enfin, comment vous les interprétez? Justement, parce que je crois que c'est le manque de transmission. Il y a des choses qui sont passées en priorité. L'évangélisation, la christianisation, le baptême, le ceci, tout ça s'est passé avant des témoignages qui étaient des témoignages peut-être plus profonds, c'est-à-dire en quoi on croit, comment on se défend dans la vie, quelles sont les valeurs intrinsèques d'un homme qui a été déraciné d'un territoire à un autre, et puis comment il se construit aujourd'hui avec ça. Donc je pense qu'il y a manqué de transmission, on n'a pas éduqué, on n'a pas élevé les gens avec ça. On les retrouve dans des territoires intimes, justement on parlait d'intimité tout à l'heure, on les retrouve dans les maisons, dans les cellules familiales. On voit des cérémonies qui ne sont pas publiques, d'autres le sont aujourd'hui, si on reprend l'exemple du Dipavali, du Gwandi, etc. Mais beaucoup d'éléments qui sur cette communauté dite noire, ceux-là ne sont restés que dans l'intimité. Et je crois qu'on ne se construit pas en restant toujours derrière le rideau de Cannes, comme l'a dit un grand poète, ou bien en étant derrière le rideau culturel qu'on nous présente régulièrement. Alors Bernard, vous êtes aussi un grand militant, culturel. Vous faites de beaux fonds de cœur. Donc c'est l'occasion pour nous, sur cette première émission, d'écouter une de vos créations. Donc je vous invite sur le plateau pour écouter votre fond de cœur. Oh yeah. Derrière rideau notre mémoire. À la nous là. Donnerons la ligne.
Nous te l'ombrage coquillé comme en pied de bois 100 ans, sans vent dans le fêtage son bout de cœur, comme si dans le fond souvenance là, n'y en souvient. Derrière Ridokan Niagara, battant tambour sans me battre avec Anna, Oulke Tambi, Zako Hanouman, tout en coco-blé, corps lavé dans une rivière safranée. Derrière l'entrepôt, la grande ville, Mouadine il Salam, la pointe sous plein, il s'en fait noir, il lève, pour Rohan Zakor, la ligne Tamil, Sam Keralala. Esquinté, Rouli, la Sifrène, compère chinois depuis des barcadères, pour calbite, souffrance, bitation là-haut, dans le balola. Col portiraire pour Somaïla. Wayo, Wayo Waya, nous te moments en baise. À nous, Mozambiquais, nous de bras cassés. À nous, Comorés, nous de pieds enferrés. À nous, Aboriginés, nous de langue phalanguée. À nous, Maligassés, nous de l'esprit enfin affouté. À nous, Rodriguez, nous de manger entaqués. Napine-nous là-dedans. Depuis tout ça là, le temps finit couler. Napine-nous, Nani seulement. Dans le ventre grand rempart en gafouane caniquinilé. Trop petit par son longueur, trop noir par son valeur. Zis en calico pour la messe 4 heures. Napine-nous, Nani seulement. Sans tapénac, sans sapelle, sans pavillon, sans racine, sans bourson, sans histoire, sans mémoire. Zis en tourbillon grimé pour Saint Joseph Napoléon Sébastien Garriguet. Lapide-nous, Nani seulement, sans Kaloubabé, sans le temps Ouatibé, sans Zanaribé, sans le sang latéala Cotrinout l'aîné. Zis, un cosanzé, pour faire honte balle la langue, zot la pou engancé. Lapide-nous là-dedans, dans le fait des cafés là, zot la pou déclaré. Nani, comment en gaz l'engaz, en esclaves engagés, zot la pou ensolé. Nani, comment liane planifoliée sous la main blaquée, zot la pou enterré. Nani, comment talipo bouquet l'entoussel, cassiette sous piton fait noir, en zaboutant pour zot société fêlée. Nanou pour se manquer. Nani pour ni. Pour vrai. Oh yeah. Merci Bernard pour cette belle interprétation et accompagné de votre musicien Damien Mandrin. On vous retrouve en fin de rubrique pour une nouvelle interprétation. On va continuer sur notre belle langue créole et la rubrique Kosasa. À vous de découvrir encore une nouvelle expression. Salut tout le monde et bienvenue dans cette web TV culture et patrimoine pour l'université. Alors nous allons aller dans ce marché forain derrière situé et nous allons poser des questions à des gens sur quelques expressions créoles. Allez viens Zot. Allez viens. Carapate, si t'étais bœuf. Carapate, si t'étais bœuf. Carapate, si t'étais bœuf, ben... Il est là pour prendre en quelque sorte. Le monde est là, il dit on vient pour aller seulement, râle pour lui. C'est là par contre, ben, c'est moins question de Dieu, c'est clair. Mais Carapate, c'était bien veut dire que ben, c'est comme le mouche sur la mer d'un affaire comme ça, en fin de compte. Un truc. Il colle à où en fait? Voilà, il a poussé sous le sang seulement. Oté, ça, m'y connaît pas. Carapate, si t'étais bœuf. Non. Ma fille a entendu, hein, mais je ne connais pas quoi ça veut dire. Un monde qui colle trop écho. Exactement, un monde tout le temps il colle à haut. Exactement ça. T'as vu? Même si Ousmane Maurice connaît des trois respects sur la Réunion. Entre guillemets, il connaît quoi il veut dire que c'est un monde pour coller à haut tout le temps. Pour coller à haut? Voilà, c'est pareil un pisse. Pareil un pisse. Si t'étais bœuf. Voilà, si t'étais bœuf, voilà. T'étais bœuf. On n'est pas bœuf. Comme carapate si t'étais bœuf. Carapate signifie tic. Il est difficile à enlever et s'observe en général sur des animaux qui ne sont pas bien soignés. Comme carapate si t'étais bœuf se dit d'une personne qui s'accroche à une situation, à un pouvoir, qui ne veut pas laisser la place
ou bien qui est difficile à déloger, qui s'accroche comme un carapate si t'étais bœuf. Comme carapate si t'étais bœuf, Meg, c'est dit d'une personne qui s'acharne sur une personne déjà en difficulté. Alors on va continuer sur notre rubrique la tribune du chercheur à la découverte des recherches sur la coopération culturelle. Christiane Rafidi-Narivo nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors Christiane, vous êtes chercheure à l'Université de La Réunion, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Je suis chercheure au laboratoire de recherche sur les espaces créoles et francophones de l'Université de La Réunion. Et je suis aussi à Sciences Po au laboratoire CEVIPOF CNRS. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles recherches vous effectuez dans le cadre de ces laboratoires? Oui, en tant que politiste, en fait, je suis spécialiste donc de sciences politiques. Je suis docteur habilité à diriger des recherches en sciences politiques et je suis sur un travail particulier aujourd'hui concernant donc la démocratie électorale, puisque mon axe de recherche est la démocratisation et je travaille sur un colloque préparé pour 2021 à l'Université de La Réunion sur l'hybridation politique des mouvements sociaux, les stratégies des acteurs dans ce cadre-là et donc comment, par exemple, se sont développés et que deviennent les mouvements de Gilets jaunes ou encore les mouvements des crises à Madagascar ou en Amérique latine. Et c'est donc leur institutionnalisation qui m'intéresse aujourd'hui dans le cadre de la démocratie électorale. Et vous présentez aussi en ce moment à l'Université de La Réunion, à la bibliothèque universitaire, une exposition sur les nouvelles géopolitiques de l'océan Indien et qu'on va regarder tout de suite. Bonjour, je suis Christiane Rafidi-Narivo, je suis politiste et je travaille à Sciences Po Paris au laboratoire du CEVIPOF CNRS. Alors c'est une exposition intitulée Nouvelles géopolitiques océan Indien. Alors l'idée de ce projet vient en fait d'un projet de recherche à Sciences Po au CEVIPOF. On a voulu ouvrir une piste de recherche sur les Outre-mer et plus particulièrement sur les territoires français donc de l'océan Indien. En termes de géopolitique, on a voulu étudier le voisinage et c'est là que nous avons découvert tous ces changements qui, on peut dire, changent vraiment la donne de la situation ici dans l'océan Indien en termes de conflits et de coopération. Le but de l'exposition, c'est de montrer au grand public, de restituer nos résultats de recherche parce que notre terrain, ça a été évidemment les îles et les territoires riverains de l'océan Indien, les pays riverains de l'océan Indien, les pays bordiers, les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Nous voulons restituer. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup travaillé en enquête. Donc c'est la première fois que nous montrons cette exposition ici à l'Université de La Réunion qui a vocation régionale océan Indien et nous espérons contribuer au rayonnement scientifique donc dans toute la zone. Ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre que cette zone-là, il y a des populations qui ont vécu un passé partagé, un passé commun, qui était très méconnu par les générations d'aujourd'hui. Comment repenser donc dans ce contexte-là un destin commun? Comment le construire ensemble si on est dans la méconnaissance donc des derniers développements ou des derniers enjeux les plus cruciaux pour la région? Donc il y a des acteurs qui sont majeurs. Je pense par exemple aux firmes pétrolières puisque la région est devenue gazière depuis la découverte de l'immense gisement de gaz qu'il y a dans le canal du Mozambique. Et nous méconnaissons considérablement ce que ça implique en termes de nouvelles donnes, d'opportunités, de croissance et de développement sans précédent pour toute la région, comme ça peut être aussi un risque de conflit sans précédent. Nous avons aussi d'autres problématiques sur lesquelles la coopération pourrait être favorable. Comment faire en sorte que les ressources, les revenus de ces exploitations gazières puissent profiter aux populations. L'exposition s'adresse au public de la bibliothèque, donc essentiellement les étudiants, les chercheurs et tout public, puisque la bibliothèque accueille aussi le grand public. Nous avons développé un catalogue numérique pour pouvoir donc effectuer des visites virtuelles et nous avons tous les liens disponibles sur le site de la bibliothèque. Donc il est possible à chacun, où qu'il soit dans le monde, de visiter non seulement l'exposition telle que vous la voyez ici avec les cartes géopolitiques, mais aussi toutes les publications dans lesquelles ces cartes s'inscrivent, que ce soit des publications scientifiques ou dans la presse médiatique.
On a vu, Christiane, dans le reportage, que la situation stratégique dans la zone océan Indien évolue assez rapidement avec la découverte de ces nouvelles ressources gazières. Et quelles sont les conséquences sur la coopération régionale ? Mes recherches avec mon collègue ingénieur géographe Thierry Sabatier sur la nouvelle géopolitique océan Indien montrent que celle-ci a considérablement changé ces 10 dernières années. On se rend compte que la nouvelle donne énergétique régionale interpelle vraiment les stratégies de coopération régionale de tous les acteurs. Et on comprend pourquoi? Parce que les réserves de gaz dans le canal du Mozambique sont l'équivalent en fait de celles du Golfe Persique ou encore de la mer du Nord. Donc effectivement, c'est considérable. Aujourd'hui, on a commencé l'exploitation de ce gisement, que ce soit du côté de la Tanzanie que du côté du Mozambique. Et ces pays-là sont des pays donc en passe de devenir des émergents énergétiques. Évidemment, pour les nouveaux acteurs qui interviennent dans ce contexte, il n'y a pas que les États. Dans la coopération, il y a maintenant les firmes multinationales comme Total qui est devenu le principal opérateur, le premier même opérateur gazier de la zone. Il y a aussi les ONG, notamment environnementales, qui sont très engagées sur toutes ces questions, et les sociétés civiles, bien sûr, puisque il y a donc des liens avec ce que ça peut impliquer pour chaque pays, pour chaque société, et notamment sur les questions de démocratie électorale. D'autre part, il y a des entités qui émergent aussi comme les djihadistes. Et on a un problème qui s'installe, si on peut dire, dans les régions gazières du Mozambique et de la Tanzanie. On se retrouve face, en fait, à de nouveaux enjeux de ressources et de souveraineté. Deux questions primordiales se posent aujourd'hui de façon très claire. D'un côté, les frontières maritimes ne sont pas faites dans le canal du Mozambique, c'est-à-dire à cause des contestations territoriales internationales, ce n'est pas reconnu à l'échelle internationale. Et donc la France et Madagascar, par exemple, sont en contestation sur les îles Éparses, et la France et les Comores, d'un autre côté, sont en contestation sur Mayotte. Et cela pose une deuxième question, effectivement très importante pour tous les acteurs, c'est celle de l'exploitation de ces ressources. Qu'est-ce qui appartient à qui? Et qu'est-ce que ça va avoir donc comme impact sur les revenus que cela va impliquer? Du point de vue de la coopération, pour répondre à votre question, il y a au moins deux options, ou bien coopérer ou ne pas coopérer. Donc les acteurs choisissent en fait l'une ou l'autre option en fonction de leurs intérêts. Si on coopère, mais la question de fond qui se pose, mais même à ceux qui ne veulent pas coopérer, c'est comment repenser cette coopération, parce qu'on ne peut plus se dire que celle qui existait jusqu'à présent puisse suffire dans ce nouveau contexte. Donc on se dit qu'on pourrait éventuellement ne pas forcément tenir compte des conflits de souveraineté, les laisser telles qu'elles sont finalement, et peut-être repenser la façon de partager les produits de l'exploitation de ces ressources si on a en vue le développement de la région. Mais évidemment, il va falloir peut-être aller plus loin dans une coopération plus élargie, notamment culturelle, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de consolider une identité régionale, trouver des intérêts communs et transcender les divergences. Et effectivement, la culture pourrait permettre, de façon à ce qu'on puisse se connaître les uns les autres, d'éviter les malentendus culturels et peut-être aussi de trouver le moyen d'avoir des arguments de négociation pour y arriver. Alors vous parlez en fait de coopération culturelle pour transcender les divergences. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que j'entends par coopération culturelle, en tout cas dans la zone océan Indien, mais d'une façon générale, on pourrait le penser aussi, il s'agit de se réapproprier un passé commun, en fait, et déjà de le découvrir. Il y a donc des enjeux de connaissance très importants, de construction de savoir, pour retrouver la mémoire d'une part, mais aussi avoir un savoir scientifique sur ces questions-là. Et sur cela, évidemment, en tant qu'universitaires, nous avons notre part à apporter et nos contributions sont tout à fait importantes et stratégiques dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, ce qui se passe, c'est plus que cela encore. C'est comment développer une coopération avec un destin commun en perspective et comment construire cela. Et là, je trouve que la coopération culturelle a un rôle très important à jouer et nous devons comprendre que la coopération culturelle ne doit pas être toujours celle qui est sacrifiée quand il y a des crises, celle qui est sacrifiée quand on a moins de budget, parce que ça nous permet
permettra de nous développer avec peut-être des solutions beaucoup plus concertées. Avant cette exposition, en 2000, donc il y a quand même, on va dire 20 ans de cela, j'avais organisé une exposition avec un collectif d'artistes d'art contemporain intitulé « En 7 révisions ». Et cette exposition a été soutenue à l'époque par le sommet des chefs d'État de la Commission de l'océan Indien, donc la COI, qui est le principal organisme de coopération régionale des îles de l'océan Indien du Sud-Ouest. L'enjeu était de montrer, déjà à l'époque, ce qui nous réunit dans la zone océan Indien par le dialogue interculturel. Donc, en l'occurrence, c'était le dialogue artistique. Mais ce dialogue interculturel est aussi évidemment le terreau, si ce n'est le moteur d'une coopération culturelle réussie. Donc, cette question des ressources, qui aujourd'hui est cruciale dans notre région pour notre avenir à tous, pourrait se résoudre par la coopération régionale. Mais encore faut-il que la coopération culturelle pourrait être développée pour pouvoir apporter des solutions concertées. Des solutions concertées grâce à la culture, et c'est vraiment un projet de recherche donc, que vous menez dans la continuité sur ces hypothèses qu'on peut observer sur les problématiques de la coopération dans la zone océan Indien. Je vous remercie Christiane pour cette présentation. On vous souhaite une bonne continuation sur vos terrains. Merci Nathalie, merci à vous. Alors c'est vraiment sur cette dernière présentation qu'on va clôturer cette émission, et en vous remerciant tous pour vos rubriques, et puis chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette première édition de la Web TV Culture à La Réunion, et nous vous invitons sur la prochaine édition et nous vous attendons. Et donc c'est vraiment sur ces dernières notes de Bernard Grondin, accompagné donc de son musicien Damien Mandrin, qu'on va vous quitter et entendre cette belle composition de Fonker que Bernard nous introduit. Merci Nathalie. Pour comprendre l'histoire avec un petit H, là pas l'histoire avec un grand H. L'homme avec un petit H, là pas l'homme avec un grand H. Traduis ça dans notre champ lexical KWZ. Histoire, là pas l'histoire. Ça compte à autres histoires, l'histoire. Elle nous dit la vitalité de son érudition, puisée au récit mythologique, versée à la candeur prosaïque. Elle nous dit les bonnes nouvelles résurrectionnelles de Clovis à Dagobert, de Charlemagne au fils sans père. Elle nous dit la force excavatrice des ordres, régnant par-dessus les immenses chaos des hommes et des origines. Elle nous dit la douceur évangélique des missions, l'indolore christianisation. Elle nous dit la puissance des lumières, œuvrant, la fleur à l'épée, refoulant l'obscurantisme de ces sauvages contrées. Elle nous dit les bienfaits civilisateurs du colonisateur, comptant les épopées guerrières sur tous les fronts, aux quatre coins des feux. Elle nous dit l'abrogation des règles, colonie effaceuse de traces marronnes, fil constitutionnel de mémoire mêlée. Elle nous dit le monde édifié en pierre de taille, monument rehaussé de vitraux lumineux et autres bronzes figés aux grandes allées. Elle nous dit que les encres ont pour tâche la béatification des rimes, l'allégorisation des cantiques. Elle nous dit l'extravagante habileté du prosateur, extrayant de livrets des mines, les vera, semences certifiées, foedus latiné. Elle nous dit pas de blasphème ni d'insulte à son art. Elle nous dit un histoire. Elle nous dit que l'histoire ne nous dit pas.